Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer la découverte de l'orgue avec la facture et nous allons poursuivre avec l'étendue du clavier. Et oui, l'étendue du clavier avec la gamme de tuyaux aussi aigus, donc aussi petit, le facteur est appelé à faire des reprises d'octaves et de quintes à l'intérieur d'un même rang. Bien harmonisées, ces reprises ne seront pas perçues par l'oreille et dit fourniture, un tel jeu de mutation groupant de 4 à 10 tuyaux par note. Une mixture plus aiguë que la fourniture dite cymbale, réunie de 2 à 4 rangs. L'adjonction de la cymbale à la fourniture aboutit à un grand plein jeu. Telles sont les principales familles de tuyaux dont l'auditeur relèvera les marques distinctives s'il est appelé à visiter le secret d'un orgue. Mais si, plus curieux d'esprit, il désire savoir comment les individus entrent en action, il lui faudra déposer le matériel sonore qui vient de lui être présenté et partir à la découverte d'un nouveau monde, celui du sommier. Par là, il faut entendre la grande caisse qui supporte toute la tuyauterie et emmagasine l'air venu de la soufflerie. Entre sommier et console, le facteur a établi une liaison mécanique, pneumatique ou électrique dont il sera parlé plus loin. Simplement posé sur le sommier, le tuyau ne pourrait tenir en équilibre. Il est engagé à mi-hauteur dans une planche dite faux sommier ou tamis, percée d'autant de trous qu'il n'y a de tube à maintenir. Certains tuyaux trop lourds et qui, de ce fait, pourraient s'affaisser sur leurs pieds, sont même étayés, non loin de leur extrémité par des planches échancrées en forme de croissant. Le pied du tuyau s'escamote dans un trou foré sur cette pièce essentielle du sommier qui porte le nom de chape, longue plaque de bois qui correspond à un jeu et qui est vissée sur le sommier. Le diamètre du trou creusé est égal à celui du pied qu'il doit recevoir. À l'extérieur, le sommet apparaît donc comme recouvert non pas d'une seule table, mais d'une série d'éléments disposés parallèlement, qui vient à dévisser, s'échappe, découvre l'étage des registres et des faux registres, étage médian, et qui est d'une importance capitale, puisque certaines pièces ici mobiles, il s'agit des registres, sont percées de trous pour le passage de l'air et permettent, suivant leur position, d'établir une communication entre les trous de la chape et ceux de l'étage inférieur, la table. Chacune de ces réglettes correspond à un jeu. Le jeu coulisse sur le plan horizontal entre deux faux registres immobiles. Dans le sens de la hauteur, il se meut entre chape et table. Cette dernière pièce inhibe un grand plancher, et oui, qui fermerait la partie supérieure du sommier. Elle est à son tour percée d'un nombre de trous qui équivaut à celui des tuyaux placés sur les chapes. Le tout doit être d'une parfaite étanchéité, les pièces collées avec soin, les bois d'un grain serré, sans fente ni nœud. Si la partie supérieure du sommier comprend 3 étages de planches assez minces, la partie inférieure groupe 2 étapes plus élevées. Et oui, mais qui sont disposées perpendiculairement aux précédents. Voici d'une part une manière d'entresol. Il s'agit du barrage et des gravures. De l'autre, un rez-de-chaussée. Il s'agit de la laye. Le barrage comprend une série de cloisons parallèles. La cavité qui s'étend entre deux de ces cloisons porte le nom de gravure. Un clavier de 54 touches répond en principe à un sommier de 54 gravures, cavités étanches, allongées, qui ne reçoivent l'air que par un mince clapet, dit soupape, mis en relation par tout un système de crochets, vergettes et leviers avec la touche du clavier. Maintenu dans sa position formée
par un ressort extérieur, la soupape peut être comparée à une porte qui ouvre sur le large vestibule, ou plutôt un étage inférieur, la laye. Celui-ci ne connaît aucune cloison. Elle emmagasine l'air que les porte-vents lui envoient de la soufflerie. Elle sert d'écrin aux soupapes dont elle abrite la partie postérieure, de section trapézoïdale au ressort dont la tête vient porter sur la tête de la soupape et dont la queue prend appui à un bloc de bois ajusté au fond de la laye. Un système de traction permet de mettre en relation la tête de soupape avec la vergette extérieure qui court à la touche. Il a fallu percer le plancher de la laye d'une série de petits trous par lesquels passent chacun des crochets de tirage. Pour que l'air ne vienne pas fuir par ces trous, chacun des petits bâtonnets ou joncs qui est enclenché dans le crochet de tirage est habillé d'une boursette en peau de chevreau imperméable. Si pour un seul clavier, le facteur établit côte à côte deux sommiers, chacun de ceux-ci est diatonique. Les tuyaux y progressent par tons entiers. Ainsi, l'on parlera d'un côté ut et d'un côté ut dièse, sinon le sommier est chromatique. Console, tuyaux, sommier, voici bien des corps inertes. C'est l'air qui leur est un élément de vie. Le problème revient donc à alimenter tous ces organes et à distribuer partout le précieux souffle, problème qui nécessite l'installation de nombreux appareils. Dans certains orgues, c'est encore le vulgaire pompe du soufflet de forge qui permet d'envoyer l'air à l'intérieur de l'instrument, pompe à bras ou pompe mue par le pied. La pompe tend à laisser la place au ventilateur électrique, moteur suffisamment puissant pour débiter un régime normal et sous la pression convenable l'air exigé par le tutti de l'instrument. En règle générale, le débit doit atteindre environ 1 mètre cube par jeu. La pression varie au départ entre 120 et 170 mm, mais aux différents sommiers de l'orgue, l'air arrive à des pressions différentes. La pédale exige une pression de 130 à 150 mm pour les 32 pieds, 100 pour les autres jeux. Au grand orgue, il n'est pas rare de trouver 100 à 120 mm au positif 90 ou récit 95. Le facteur utilise aussi des plus faibles pressions. Tout dépend du local en lequel l'orgue est appelé à sonner. Il semble en tout cas que les basses pressions donnent de meilleurs résultats. Un orgue dont les pressions sont trop élevées hurle ou crie. Dans les orgues anciennes, la pression varie entre 60 et 95 mm. Cette pression est améliorée par l'établissement de certains réservoirs dits régulateurs, aménagés sur le chemin de l'air en aval du sommier. Entre les pompes et le ventilateur d'une part, et de l'autre ces régulateurs, le facteur a disposé dans le soubassement du grand orgue un des deux réservoirs primaires, véritables poumons destinés à emmagasiner l'air et à le tenir en réserve suivant les demandes des sommiers. Carrés ou rectangulaires, chacun de ces réservoirs comprend deux immenses tables dont l'une inférieure est fixe, l'autre supérieure est mobile. Entre ces deux tables prennent place des plis rentrants et sortants dont les peaux sont tendues sur des cadres de bois légers. Lorsque la pompe ou le ventilateur font leur office, le soufflet se remplit d'air, la table supérieure s'élève, les plis assurent une pression constante au vent ainsi reçu. Cette pression a été une fois pour toutes calculée et fixée à l'aide des poids, les pavés de plomb posés par le facteur sur la table supérieure. De puissants conduits ou canaux de section carrée ou ronde viennent s'éboucher à ces soufflets primaires et distribuent l'air aux différents sommiers, aux différents layes de l'instrument.
Ces conduits sont de bois ou de zinc. Sur leur course, et afin de réguler débit et pression, le facteur a pu disposer divers appareils comme les anti-secousses. Les boîtes régulatrices sont également dénommées porte-vent, ces menus conduits de plomb, de carton ou de matière plastique qui prennent sur le sommier la place d'un tuyau trop encombrant et qui vont en fait alimenter celui-ci qui a trouvé place sur une pièce gravée en dehors du sommier. Ce tuyau est alors dit posté. La saine alimentation d'un orgue est la condition première de son état de marche. Si l'air n'arrive pas en quantité suffisante, l'orgue ne donnera jamais son plein. En effet, l'organiste ne devrait jamais avoir à compter avec cet élément. Si la pression est défectueuse, trop basse, trop élevée, il est difficile d'y remédier sans retoucher toute l'harmonisation de l'instrument. Moins graves sont les houpements ou tremblements qui affectent les sons, dont les causes doivent être imputées à un sommier défectueux ou trop vieux. L'altération est un phénomène contre quoi il est difficile de lutter sur le champ. Ici, les sons ne tremblent plus, mais ils baissent de hauteur. L'emprunt d'une note sur une autre provient d'une étanchéité imparfaite entre les deux gravures. Enfin, le cornement est dû soit à la saleté qui est déposée sur une soupape, soit à la collision momentanée de deux mécanismes par la suite d'un déréglage de l'un d'eux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. La prochaine fois, nous parlerons des principaux types de traction au niveau de l'orgue. J'espère que tout va bien pour vous au niveau des orgues et des organistes. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.